on maximise le bénéfice, d'accord, le butin. Disons que c'est possible de voler deux types de produits, des barres d'or et des paquets de billets. Bon, je parle un peu plus vite, mais j'ai qu'un sac à dos de 20 kilos et j'ai 32 litres. La capacité du volume du sac à dos, vous suivez? Oui? Est-ce que vous avez lancé l'enregistrement Oui. Ah, ok. Oui. Après, je donne les prix de ce que je peux emporter. Une barre d'or, pour faire simple, je vais dire qu'elle va m'apporter 3 unités de profit, donc 300 000 $. C'est juste 3 fois plus cher que le paquet de billets. Donc, je vais parler en 3 unités de profit, 300 000 €, d'accord? Mais une barre d'or, elle est assez lourde, elle pèse 8 kilos. Et un paquet de billets, il pèse que 3 kilos, mais les deux ont le même volume de 6 litres. Je ne sais pas si c'est la peine de vous fatiguer déjà. Si vous avez 3 secondes à réfléchir parce que la police arrive, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez peut-être le plus de barres d'or parce que ça a l'air plus intéressant, c'est plus cher. Et après, si vous allez voir qu'il n'y a que 2 barres d'or qui rentrent, ça fait 16 kilos. Je ne peux pas mettre une 3e barre d'or. Mais je peux remplir le reste du sac avec un paquet de billets. Je vais pouvoir mettre 2 barres d'or et un paquet de billets. Je vais revenir sur ce problème lorsque je vais présenter la logique des algorithmes qui sont derrière les solveurs pour résoudre ce type de problème. Mais aujourd'hui, je veux juste vous aider à modéliser le problème. Donc, si on a très peu de temps, c'est un principe qui reste vrai même à l'échelle du big data. Quand on a un gros problème d'optimisation avec des millions de variables, si on a très peu de temps à disposition, 3 secondes, même pour un ordinateur, des fois, c'est pas assez, on va résoudre le problème de manière heuristique. Ça veut dire qu'on trouve une solution qui a l'air correcte, mais on n'a pas de possibilité de prouver que c'est optimal. Parce que la solution que vous avez pu trouver aussi en quelques secondes, vous n'avez pas assez de temps, en 3 secondes, pour être sûr qu'elle est optimale. Vous comprenez, dans un tel contexte, étant donné que la police peut arriver, on ne se stresse pas au niveau de l'optimalité. Mais pour d'autres problèmes d'aide à la décision pour des industriels, si on a le temps, gagner encore 100 000 €, c'est pas rien. Et l'optimisation peut aider à ce niveau-là. Et bon, si on a beaucoup de temps, si le bonhomme en question, s'il a un ordinateur sur place et s'il a 2 ou 3 ou 4, 10 minutes, ou s'il tape très très vite le code, il peut résoudre le problème grâce à un solveur. Il faut taper du code et optimiser le modèle. Donc voilà, le logiciel dont je parle s'appelle GLPSOL. Je vous donne aussi la possibilité d'utiliser un autre langage de programmation qui s'appelle Julia, si jamais vous voulez faire un truc plus moderne. Mais pour revenir au niveau de GLPSOL, on doit écrire ce problème d'abord. Je ne tape pas du code tout de suite. Je vais juste décrire le problème d'une manière chiffrée, mathématique. Parce que comme ça, c'est un problème posé, vous comprenez, je peux l'exprimer de vive voix. Mais la première étape, c'est de chiffrer et d'utiliser des variables pour clarifier les choses. N'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Je peux avoir une variable x. J'écris variable x, c'est le nombre de barres d'or. J'ai une variable y, le nombre de paquets de billets, vous comprenez, x et y, d'accord? Tous les problèmes que je vais poser aujourd'hui au niveau du TP vont s'exprimer grâce à ce type de démarche avec des variables. Des questions, des remarques? Et là, j'essaie d'exprimer le problème comme ce que j'appelle un programme. C'est pas comme un programme informatique, mais c'est une manière d'exprimer un modèle. Disons, je préfère utiliser le mot modèle. Et c'est pas forcément un langage de programmation, ce que vous allez utiliser, mais de modélisation. L'objectif. J'ai dit que l'or
il est 3 fois plus cher que les billets. C'est tout ce qui m'intéresse. Je vais dire, je veux max 3 fois x plus y. Est-ce que c'est clair la logique? J'ai une fonction d'objectif exprimée en centaines de milliers d'euros. À strictement parler, j'aurais dû écrire ça, 300 000. Vous comprenez? C'est le prix de la barre d'or. Ok, vous comprenez? 300 000 et 100 000. Si vous voulez, je peux l'exprimer comme ça. Je veux maximiser ça. Avec des contraintes x et y déjà, il va falloir le dire au solveur. Il ne le sait pas par défaut. C'est déjà des variables positives, supérieures ou égales à 0. Mine de rien, si on l'oublie, ça peut compliquer la résolution. Et après, j'ai 2 contraintes. Le poids et le volume. Au niveau du poids, qu'est-ce que j'ai? 8 kg, c'est pour chaque barre d'or, elle pèse 8 kg plus 3 kg. D'accord, les billets. J'ai ça inférieur ou égal à ici, avant. Et pareil pour le volume, c'est un peu plus facile parce que pour x et y, j'ai 6 litres, ça occupe le même volume. 6 fois y. Vous comprenez, même inférieur à 32, même si c'est pas tout à fait réaliste, tout problème de ce type-là se modélise de cette manière-là. Au mieux, vous mettez les valeurs et les poids à leur valeur réelle. Donc, c'est ce que j'appelle un modèle linéaire que je veux maximiser. Donc, ça c'est la première étape. On écrit le modèle, on a compris ce qu'on veut faire. On passe un peu, donc j'enlève cette partie-là, je me focalise sur le modèle. Et je vais commencer à écrire du code. Et ici, il y a une distinction à opérer qu'on va utiliser déjà dans le TP d'aujourd'hui, mais aussi dans les cours que vous allez faire avec moi. Avec Eric Soutil, vous avez vu la programmation linéaire. Quelle est la caractéristique de la programmation linéaire? Vous avez des quantités continues. Vous avez des variables x qui peuvent prendre des valeurs 0, 0,2, 0,4, 0,9. Non, c'est comme ça que vous avez fait. C'est des valeurs réelles. Et c'est plus facile, un problème d'optimisation, il est plus facile, pas à modéliser, il est plus facile à résoudre si on a des valeurs réelles, comme vous avez vu la semaine dernière. Vous me suivez? Ici, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les 2 variables, qu'est-ce que vous pensez? Elles sont réelles? Elles sont... Oui, c'est en tout cas pour la barre d'or, c'est sûr, on ne peut pas la couper. On n'a pas les moyens de fondre l'or, donc ça va être une variable entière. Pour les paquets, tel que moi j'ai posé le problème, je m'ai exprimé peut-être d'une façon qui laissait croire que c'était aussi une variable entière, mais au moins avec un effort d'imagination, on peut imaginer qu'on prend un paquet de billets et on prend que la moitié du paquet, si c'est tout ce qui rentre dans le sac. Donc, par exemple, ça génère, si c'est comme ça, si toutes les variables sont entières, on a un problème linéaire en nombre entier. Si une variable est entière et l'autre est réelle, c'est mixte. Et là, je commence à écrire le fichier. Je l'écris dans un fichier qui s'appelle test.mode. C'est l'extension mode qu'on va utiliser. Donc, moi, je l'exécute sur mon ordinateur, mais c'est possible d'utiliser ce logiciel même directement en ligne, si vous ne l'avez pas installé. Et je commence à écrire le code. À partir de là, je garde ça juste comme ça. Enfin, on a retenu ça, d'accord? Je l'enlève. Voilà comment ça se présente le code. Var pour dire variable, x, je dis x supérieur ou égal à 0, point virgule. Je lui ai dit
qu'il y a cette variable x, qui est, si x c'est l'heure, c'est une variable entière. J'écris integer, point virgule. Pour var y, il ne faut pas oublier supérieur ou égal à 0 parce que sinon il s'amuse à faire des calculs avec y négatif. Ça peut donner n'importe quoi, disons. On peut mettre integer, mais si on ne met pas integer par exemple, ça veut dire qu'il va se permettre de prendre des valeurs fractionnaires. Un paquet et demi, des choses comme ça. J'écris l'objectif, vous allez voir, c'est presque la même écriture. Ce langage, il n'est pas nouveau. Mais il était quand même d'une certaine clarté pour les années 70 quand il a été inventé. C'était quand même très... Il parle lui-même quand même. Parce que j'écris maximize avec un Z pour l'anglais américain. Bon, je dis OBJ, objectif, 2 points. Et ce que j'avais 3 fois X plus Y, point virgule. Et je déclarais l'objectif. Alors, subject to, sujet A, 2 points. J'avais 8 fois X plus 3 fois Y inférieur ou égal à, je disais, 20 kg. Subject to, voilà, même moi j'ai oublié quelque chose, subject to. En fait, chaque contrainte doit porter un nom. Parce que si vous avez vu en programmation linéaire, peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous avez écrit le dual dans un programme linéaire? Non. Est-ce qu'il nommait Eric Soutil les contraintes? Non. Oui. Est-ce qu'elle donnait des noms à chaque contrainte? Ou vous n'êtes pas allé jusqu'à là? Bon, c'est la contrainte 1, si vous voulez, je l'appelle C1. Oui, là, la syntaxe, elle nous oblige à faire ça. Contrainte numéro 2, si vous voulez, j'avais 6 fois x plus 6 fois y inférieur ou égal à 32. Après, on lui dit solve. Point virgule. Display. Si je lui dis display, il va afficher par exemple x1 et x2. Virgule, display, ça veut dire pour afficher. Display obj. Et je dois écrire le mot-clé end. Ah, j'ai mis un XY, merci beaucoup, oui. La fatigue le son. XY. Ok, juste ça. Après, je vais ouvrir une console, une invitée de commande dans le même dossier. Si jamais vous installez le logiciel, bon, moi j'ai des raccourcis clavier pour me placer dans le dossier où je suis en train d'écrire ces fichiers. Vous voyez que chez moi ça s'appelle /data. Sous Linux, c'est avec des slash. Sous Windows, on utilise l'anti-slash pour séparer les dossiers. Donc, pour tout ce qu'on fait sur un ordinateur, que ce soit des jeux, de la musique ou du travail, on a des dossiers. Moi, j'ai data, enseignement, bon, j'ai repris 2012 et je me suis placé dans un dossier qui s'appelle Live 2025. Et là, la commande qu'il faut taper, c'est glpsol-m et le nom du fichier qui s'appelle test.mode. Et là, je vais croiser les doigts parce que lorsqu'on écrit un premier modèle pour la toute première fois, il y a de belles chances d'avoir quand même quelques erreurs et ça peut prendre beaucoup de temps de travail dans un TP. Donc moi je l'exécute quand même et je croise les doigts. S'il y a une erreur, je vais vous montrer comment la chercher. Il n'y a pas eu d'erreur. Il faut aussi savoir ne pas tout... Ça c'est des choses qu'il a écrit. Il explique comment il a fait. Est-ce que le mot simplex vous dit quelque chose? Ça veut dire qu'il a utilisé derrière l'algo du simplex, que vous avez vu en programmation linéaire. Quand on parle de MIP, c'est Mixed Integer Programming en anglais. Mixed entier. Le terme anglais, c'est
integer programming, il y a une confusion très connue. Quand on dit integer linear programming, c'est pas un langage de programmation. On utilise le mot programmation linéaire, vous comprenez, comme si à l'origine le terme a été emprunté de la logique d'un terme comme programmation musicale. Quand vous avez programmation musicale, c'est pas un langage de programmation, c'est une manière de planifier certaines choses. Donc à l'origine, cette discipline a été conçue juste après la guerre pour résoudre des problèmes de logistique liés au plan Marshall. Il fallait planifier de grands chantiers, il fallait envoyer par bateau des tonnes de choses, et on planifiait des choses, et on a nommé la discipline programmation mathématique. C'est une programmation, vous comprenez, une planification de la logistique. Et MIP, Mixed Integer Programming, moi je vais intervenir plus tard avec vous pour vous dire plus en détail plus tard quels sont les algorithmes qui sont utilisés derrière pour résoudre ce type de problème. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à une prise en main du logiciel pour que vous puissiez voir comment modéliser, comment il fait derrière. Aujourd'hui, c'est pas essentiel. Et ici, qu'est-ce qu'il me dit? La valeur de x, c'est 2, et y, il a pris un paquet de billets et entiers. Parce que je lui ai permis dans le code, je lui ai pas dit integer. Et lorsqu'il a pris un paquet 33, il a gagné un profit de 7,33 fois 100 000 euros, 100 000 dollars. Si je lui dis dans le code, si je lui ajoute integer, comme j'ai présenté le problème au départ, je me retrouve avec la solution que vous m'avez donnée, 2 barres d'or, un paquet de billets avec un profit de 7. Et grâce au fait que j'ai résolu ça par ce langage de modélisation, moi j'ai la certitude que c'est aussi la solution optimale. Plus tard, on va voir comment il a fait pour offrir la certitude, mais c'est plus facile de trouver une solution que d'offrir la certitude d'optimalité. Je voudrais vous aider parce que vous allez avoir des problèmes comme ça à modéliser. Disons, je fais une erreur, je fais exprès de ne pas mettre point-virgule ici. J'exécute encore une fois. Là, j'affiche les numéros de ligne. Donc, à la ligne 4, je n'ai pas mis point-virgule. J'exécute encore une fois. Ouais, c'est un peu compliqué à trouver l'erreur. Vous regardez toujours à la fin de la sortie. Il dit qu'il y a un problème à la ligne 5, mais en fait, c'est l'articulation entre la ligne 4 et la ligne 5. Parce qu'il n'a pas su les mettre côte à côte. Pourquoi? Il dit le contexte. Il a trouvé ça, et d'habitude, il faut regarder à la fin de ce qu'il affiche ici. Il est tombé sur Subject 2, la première contrainte, inférieure ou égale à 20. Et si vous regardez, c'est ici que j'ai pas mis point-virgule dans le code. Je reviens sur le code. J'ai pas mis le point-virgule ici. Donc lui, il a lu le 20 que vous voyez ici, et le mot juste après, à la ligne 5, c'est Subject. Donc quand vous regardez ici, il est tombé sur 20, espace Subject. Et quand vous voyez une erreur renvoyée comme ça, vous savez que le problème c'est souvent à la fin de ce qu'il affiche. Donc vous avez un indice que, bon, ici ça va pas, et vous regardez bien le code, et des fois ça peut prendre beaucoup de temps la résolution des erreurs, mais avec un peu d'inspiration et de flair, vous pouvez comprendre que c'est un point-virgule qui manque. Je sais pas, je peux faire une autre erreur. Voilà, je mets pas le nom de la première contrainte, toujours à la quatrième ligne. Je peux oublier de nommer la contrainte. Là, il a trouvé le problème à la ligne 4.
Et il s'est arrêté, regardez à la fin de l'erreur qu'il envoie, subject to, 2 points. Si vous voulez, à la ligne 4, il s'est arrêté à subject to, 2 points, ici. Ici, c'est ici que ça va pas. Ouais, vous le voyez. Avec tout ce que je viens de vous dire, ça peut vous aider, on corrige. C'est comme ça que ça marche. Je mets ici 2 fois point à la deuxième ligne. Ou même à la toute première ligne. Je sais pas, je mets par erreur point virgule comme ça, au lieu de virgule. Parce que vous allez commettre ce type d'erreur parce que vous n'êtes pas familier avec le langage. Vous pouvez facilement oublier qu'il faut utiliser la virgule comme séparateur. J'exécute. Et il a vu. Première ligne, donc vous regardez ici. Ça c'est le nom du fichier, 2 points, le numéro de la ligne. Première ligne, il est tombé sur var, point virgule integer. Donc c'est clair que c'est quelque part par là l'erreur. Et c'est ce point virgule qui est en trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Je parle un peu trop, tout seul. Comme dans le tour de compilateur qui compile le code, comme si... Oui, c'est... Le syntaxe c'est pas pareil, mais je veux dire que c'est... Oui. C'est un langage qui a une syntaxe à respecter. Derrière, il y a un compilateur qu'on appelle. Quel que soit le langage, c'est plus ou moins les mêmes problèmes. Où est-ce qu'on met les points-virgules, oui. Où est-ce qu'on met quel mot-clé utiliser. Oui. Ok, si vous n'avez pas de remarques, c'est parfait. Si vous ne l'avez pas installé, ce que vous pouvez faire aussi, je copie le code. Je vais sur Internet. Si je suis connecté, vous tapez sur Google. Le logiciel s'appelle glpsol. En fait, glpsol, c'est l'exécutable dans le logiciel qui s'appelle glpcal. Online, ou même en français, je pense que vous pouvez taper. Ou glpk. glpk ou glpsol, c'est la même chose, mais c'est une terminologie qui complexifie les choses. Le logiciel s'appelle glpk dans l'ensemble, et glpsol, c'est la commande. Mais Google, il est de plus en plus intelligent. Si je tape seulement glpsol online, il a vu que c'est glpk. Je ne sais pas trop comment il fait, mais il fait des fois des associations tout à fait correctes. Et le premier résultat qu'il renvoie, c'est celui qui nous intéresse. Donc peut-être le plus simple, ça va être pour vous de démarrer. Vous tapez le même code ici. Et vous cliquez sur Solve. Voilà, il est même plus intuitif. Il m'a affiché en rouge la première ligne. Parce que ici, j'avais gardé l'erreur avec le point virgule. Je clique encore une fois sur Solve. Et là, il me dit Optimal Set. Si vous voulez, vous regardez Output. Si vous regardez Output, c'est la même chose que je trouvais moi tout à l'heure, quand le programme était correct, je me permets. Dans la console, si je minimise ma console, regardez, si j'exécute le même programme dans ma console, il oublie la dernière ligne, mais il m'affiche ça. Et ici, vous voyez, c'est la même chose qu'il a affiché. Donc, c'est une manière d'avoir le plus vite accès à l'environnement de programmation. Ok, je pense que j'ai fait le tour. J'ai déposé en ligne plusieurs supports de cours, y compris le sujet de TP sur cette page web là. Si vous trouvez des instructions, donc ça c'est pour Mac, il faut suivre ce lien là. Sous Linux, si vous avez une distribution comme Ubuntu, ça marche avec apt-get install. Il y a un IDE, ça veut dire un environnement de programmation très sympathique pour Windows. Si vous suivez le premier lien, vous allez voir comment ça marche. Pour le télécharger, il est sur mon site.
Et en fait, grâce à ce truc, quand vous je donnais les inscriptions, vous avez un environnement de travail qui fait que il fait de la coloration syntaxique. Les mots-clés sont coloriés. Et c'est d'une certaine manière plus facile. Mais bon, c'est une possibilité parmi d'autres. Le site que je vous ai montré en ligne, il fait aussi la coloration syntaxique. Donc, il y a plusieurs options. Tout à fait correct.